Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire multigeste solutions de gestion RH pour les collectivités et agents des collectivités. Merci à Monsieur Cyril Plantin d'avoir accepté notre invitation pour témoigner de son expérience au sein du département de Loire-Atlantique. Je vous invite à poser toutes vos questions sur le chat à votre droite. Au fil du webinaire, nous y répondrons au fur et à mesure et lors de questions de questions-réponses. Je vous laisse donc en compagnie de Raphaël Fall, Jean-Daniel Breckman et Cyril Plantin et vous souhaite un bon webinaire. Bonjour à tous et bonjour Jean-Daniel, bonjour Cyril et bienvenue à tous donc pour cette séance webinar dédiée donc au RH. On a le plaisir donc d'avoir Cyril Plantin, je laisserai bien sûr se présenter, donc il est attaché à la DSI donc du département de la Loire-Atlantique et il nous fait le plaisir effectivement de traduire, on va dire, un retour sur expérience 9 mois après la mise en production, on va dire, de la JET multigeste pour les RH du département de Loire-Atlantique. Écoutez, ce que je vous propose, c'est effectivement très brièvement de repositionner peut-être l'ordre du jour. J'ai également Jean-Daniel qui est présent avec nous, Jean-Daniel qui est le responsable du réseau partenaire et qui aura l'occasion de vous présenter, bonjour JD, le partenariat Digipost et Falia, dans la mesure où nous sommes vraiment en mesure de vous proposer un schéma complet du DIA qui va effectivement jusqu'à la mise à disposition, on va dire, de tout ou partie, on va dire, d'un dossier auprès des agents concernés. Voilà. Alors, l'ordre du jour, il est affiché à l'écran. Nous allons donc très brièvement repositionner peut-être la carte d'identité du groupe pour que vous puissiez vraiment, tout le monde ne nous connaît pas forcément, donc il est toujours intéressant de très brièvement présenter Falia. Nous aurons très vite ensuite un témoignage donc de Cyril Plantin autour de la GDRH au sein du département de la Loire-Atlantique. On fera un petit focus sur quelques fonctionnalités marquantes, on va dire, autour du dispositif multigeste pour donc le traitement des dossiers agents, avec quelques fonctionnalités qui illustrent, on va dire, jusqu'à où on peut aller en termes de gestion de dossiers. Et puis, voilà, comme je vous l'ai indiqué, je laisserai la main à Jean-Daniel pour qu'il nous présente finalement la chaîne complète qui va justement jusqu'à le dépôt vers des systèmes de coffre-fort agents. Voilà, notamment Digipost. Et puis, on terminera voilà, avec la traditionnelle séance de questions-réponses. Et bien sûr, vous pouvez commencer à poser vos questions. Hein, on tâchera et on essaiera d'y répondre durant la séance. Alors, très brièvement, Falia, et je m'excuse par avance, nous avons peut-être fait un focus sur l'AMDPH, alors que ce n'était pas forcément le thème. Vous m'excuserez, donc je vais le faire oralement avant de présenter le témoignage. Falia, donc société experte autour de la digitalisation, on va dire, de votre organisation métier et documentaire. Nous proposons des systèmes de gestion documentaire, des solutions de gestion de relations usagers et citoyens. Nous avons également des solutions qui permettent de digitaliser également vos processus, qu'ils soient documentaires et métiers. Et puis, nous proposons également une brique d'éditique pour être en mesure de concevoir et développer des documents qui, bien sûr, peuvent intégrer vos référentiels documentaires. Donc, Efalia vous accompagne dans cette transformation numérique. Nous sommes une société d'une centaine de collaborateurs. J'ai envie de dire aujourd'hui 120 partout dans le monde. Nous proposons aujourd'hui voilà, cette suite de logiciels. Nous sommes éditeurs de nos propres solutions qui d'ailleurs vont vous être présentées. Et nous sommes également intégrateurs. Nous avons également l'occasion de passer par un réseau de partenaires pour intégrer nos solutions. Donc Efalia voilà, est en mesure de vous accompagner dans le développement de ces solutions et bien sûr dans la mise en œuvre au sein de vos organisations. Voilà, c'est à peu près aujourd'hui 100 000 utilisateurs au quotidien qui manipulent nos logiciels. Nous sommes très présents dans le secteur public.
quel que soit, on va dire, le secteur, que ce soit les départements, les administrations centrales également. Beaucoup de ministères sont équipés de nos logiciels. Nous équipons également les centres de gestion de la fonction publique territoriale. Certaines préfectures également sont équipées de nos solutions. On a un produit qui répond, ou des produits qui répondent au secteur public, mais également privé. On a vraiment la possibilité de rendre nos logiciels entièrement paramétrables. Et donc, afin de répondre finalement à des problématiques privées et publiques. Voilà, je m'arrêterai là pour la présentation d'Ephalia. Et je vais démarrer très vite, dès maintenant même, un témoignage avec Cyril Plantin. Bonjour Cyril, Oui. rebonjour. Oui, bonjour Raphaël. Bonjour. Voilà, donc on a convenu avec Cyril peut-être plutôt que de vous présenter des slides, d'être sur, on va dire, un jeu de questions-réponses qui permettent d'illustrer un peu le contexte du projet du département de la Loire-Atlantique, et puis après la mise en œuvre, comment ça s'est passé, et puis bien évidemment quel gain on obtient à l'issue finalement de 9 mois de mise en prod. Donc Cyril, je vais peut-être vous inviter déjà à vous présenter, à présenter peut-être le département, l'organisation également autour des RH. On vous écoute, Cyril. D'accord. Oui, donc je me présente, Cyril Plantin, donc je suis ingénieur territorial et chef de projet numérique, et plus précisément donc sur le domaine RH. Le département Loire-Atlantique, je précise, donc le site principal est à Nantes. Donc on fonctionne au niveau des ressources humaines en mode déconcentré, c'est-à-dire qu'on a un service ressources humaines qui est sur le site principal, et on a aussi fait au niveau organisationnel une déconcentration au niveau des territoires dans 6 délégations. Ce qui fait effectivement que les services des ressources humaines sont à la fois à Nantes et à la fois sur les territoires. Le département Loire-Atlantique, c'est environ 5000 agents. Et au niveau de l'historique, une expérience qui a été faite avec le social et la MDPH. D'accord. Vous êtes donc, c'est à peu près combien d'agents au sein du service RH sur ces 5000 agents, justement, combien d'agents traitent ces dossiers? Alors, si on prend en compte le siège et les territoires, on va être environ entre 50 et 70 agents qui vont, donc les gestionnaires carrière, qui vont utiliser effectivement ce logiciel. À cela s'ajoutent les gestionnaires absences qui s'occupent du logiciel GTA et qui ont un accès, et aussi effectivement des archivistes qui sont souvent des agents en transition professionnelle. D'accord. Alors vous aviez effectivement un contexte de départ qui vous ne démarriez pas de zéro, puisque, et vous allez nous le préciser, vous démarriez finalement d'une GED déjà existante. Donc c'est le contexte de départ. Oui, effectivement, on a une première expérience avec la MDPH, où on a procédé à l'informatisation et la dématérialisation des processus, donc avec votre produit Multigest. Et donc, ce qui a été souhaité, c'est d'étudier le scénario Multigest pour le dossier carrière agent. En fait, on a, faut que je resitue le contexte précisément, puisqu'on a procédé déjà à la dématérialisation du dossier agent en 2010, donc avec un premier produit qui est la GED Alfresco, et donc ce produit est arrivé en obsolescence, d'une part au niveau du socle Alfresco, c'est-à-dire que la version n'était plus maintenue, et aussi au niveau de notre infrastructure, c'est-à-dire que on était sur une infrastructure Solaris et on procédait au décommissionnement. Donc ce qu'on a décidé au niveau de la collectivité, c'est d'étudier plusieurs scénarios pour faire la transition donc à la fois du produit précédent qui est Alfresco, et à la fois aussi au niveau infrastructure. Donc 3 scénarios ont été étudiés, donc c'est ce qu'on fait dans chacun de nos projets. Donc on étudie 3 scénarios. Un développement interne, chose qui a été écartée, l'extension d'un logiciel existant, puisqu'on est sur un SIRH qui est HR Access, donc nous ne l'avons pas retenu. Et donc le 3e scénario qui a été étudié, c'est Ephalia, et donc on a retenu ce produit au niveau RH.
Donc vos attentes, elles portaient notamment sur la reprise de cette GED Alfresco. Nous, on a environ, on a à peu près 400 gigaoctets de données pour les dossiers carrière agent. Alors si les chiffres, je crois que ça représente un nombre de documents qui est vraiment important, puisqu'on a 5000 agents au moins qui sont contenus dans cette aide, et je crois qu'on est à peu près aux alentours de 500 000 ou 700 000 documents. Ce sont effectivement des documents PDF, puisque c'est un choix qui a été fait de faire un stockage de documents PDF. D'accord. Donc, dans les particularités de votre projet, c'est effectivement la reprise. Et vous en avez parlé, vous êtes équipé du SI HR Access du groupe Sopra. L'idée étant bien sûr que la GED devait, de près ou de loin, on va dire, communiquer avec le SI. C'est ce qui a du coup retenu votre attention, la possibilité justement de synchroniser, on va dire, les dossiers agents du SI, matricule, nom, prénom, avec effectivement les dossiers GED. C'est bien cela, hein? Oui, effectivement, on a une interface qui permet de mettre à jour quotidiennement l'arrivée ou la mobilité des agents dans la collectivité. C'est-à-dire que cette interface crée un nouveau dossier lorsqu'un agent arrive dans la collectivité, et aussi effectivement prévoit sa mobilité s'il change de territoire. Puisque, comment dire, on a cloisonné, ça c'est important à dire. Les territoires ne voient pas un territoire ne voit pas un autre territoire, et un territoire surtout ne voit pas les agents du siège. Donc il y a un cloisonnement qui a été fait, donc il est important que cette interface qui donne les informations sur les agents permette effectivement de réaliser la mobilité au niveau du logiciel. Et donc, dans votre organisation GED, MultiGES, qui finalement permet de créer des référentiels sous la forme d'armoires, qui viennent finalement reproduire une notion de classothèque, vous voyez, vous avez créé qu'une seule armoire GED, justement, dans votre organisation? On a une seule armoire, effectivement, avec un plan de classement qui reprend le plan de classement initial. Et ce qui est important à dire aussi, c'est que par contre, on a des droits et des profils qui ont été créés de manière assez fine. Et parce que le département Loire-Atlantique a voulu vraiment s'assurer de la confidentialité des dossiers carrière agent, à la fois effectivement au niveau géographique, avec les territoires et le siège, et à la fois au niveau aussi des fonctions qui sont exercées, entre la fonction carrière, la fonction absence ou la fonction effectivement archiviste. Donc finalement, vous êtes sur une seule et même armoire, et c'est grâce finalement aux métadonnées qui sont, on va dire, envoyées de Sopra, pardon, de HR Access vers la GED, qu'on va pouvoir gérer cette habilitation, notamment de territoire, voire de plans de classement, où certaines natures de documents sont consultables uniquement par tel profil de la collectivité. C'est bien ça. C'est le jeu de métadonnées qui permet de créer les habilitations. Exactement, oui. Très bien. Vous êtes aujourd'hui autonome sur le paramétrage de l'outil dans l'administration au quotidien. Comment vous organisez justement comment on a organisé avec vous, comment nos chefs de projet ont pu vous transférer la compétence de manière à ce que, je le pense, mais vous êtes aujourd'hui autonome dans l'administration du produit au quotidien? Oui, on est autonome effectivement, c'est-à-dire que le logiciel est en service depuis janvier et mars, puisqu'on a fait une mise en service progressive. Donc mes collègues métiers qui sont au service carrière et paix font la mise à jour des utilisateurs qui sont ceux qui ont accès au logiciel, c'est-à-dire les gestionnaires carrière, les gestionnaires absence et la hiérarchie. Ils font aussi la gestion des droits, c'est-à-dire par exemple, il y a des droits uniquement en consultation, des droits qui sont en écriture, des droits qui sont en suppression et des droits qui sont en export. Donc l'ensemble de ce profilage, si c'est le bon terme, est fait effectivement par l'administrateur fonctionnel qui est au service carrière et paix. Très bien, d'accord.
Et donc, alors juste pour nous donner une idée, la reprise de 400 gigas, le temps machine, vous avez réussi à l'estimer? Alors, ça a été un gros travail, hein. Alors, c'est Ouais, pas un travail simple, hein. C'est-à-dire que nous, comment on a travaillé. Donc, en fait, on avait 11 entités, 11 entités qui étaient dans l'ancienne GED, hein, et donc on a procédé effectivement à l'archivage de ces 11 entités, à un format effectivement qui était exploitable par Multigest, hein, et par vos consultants techniques. Et donc, en fait, on s'est retrouvé avec 11 archives qu'on a dû découper en 30 lots, d'accord, et qu'on a lancé effectivement, pour chacun des 30 lots, on a lancé effectivement un traitement de 8 heures à peu près, d'accord, hein, puisque c'était le temps estimé. Et, et c'est ce qui a permis effectivement de faire comment dire, la reprise de données des 700 000 documents. C'était un travail qui a pris 2 mois, et nous, on a d'accord. choisi de le faire progressivement. C'est important à dire, c'est-à-dire qu'on a fait délégation par délégation, et le service a été ouvert progressivement dans chacune des délégations, puis après au siège. De janvier à mars 2021. Exactement, oui. D'accord, ouais, c'est très clair. Et ma question maintenant, elle porte sur à aujourd'hui, 7 mois, voire même 9 mois après, la MEP, la solution répond-elle aux attentes du département, des métiers? Vous trouvez satisfaction dans l'utilisation au quotidien de cet outil? Mes collègues, oui, oui, mes collègues sont satisfaits en fait. On a des bons retours de la part des territoires. Alors moi, je suis pas directement en contact avec les territoires, mais j'ai eu un mot effectivement de ma collègue qui est au service carrière épais, qui m'a dit effectivement que les territoires étaient et sont plutôt satisfaits. On n'a pas beaucoup de maintien en conditions opérationnelles, hein. Je veux dire, au niveau des anomalies, ça reste assez mineur. Il y a une satisfaction globale. Il y a une volonté aussi d'avancer, parce qu'on est en version 9.5 vers la version 10, me Oui, semble-t-il, pour avoir effectivement un niveau d'ergonomie qui soit encore supérieur et s'approcher encore plus du RGA, enfin, ou avoir le RGA, quoique la version 9.5 est déjà au niveau ergonomique très satisfaisante, mais effectivement, on a des agents qui sont, comment dire, qui ont un problème visuel, ou qui ont un handicap, et on souhaiterait effectivement d'accord. bénéficier de la version 10 parce que elle prévoit effectivement des évolutions. Ça, c'est Tout à quelque fait. chose qui nous intéresse. Au passage, là, j'en informe tout le public, mais c'est un thème qui sera d'ailleurs évoqué à travers un webinar dès décembre, la présentation de la V10. Donc, juste une question, vous disposez malgré tout toujours d'une classothèque papier, hein. Vous n'avez pas encore procédé à l'élimination. Pour quelles raisons? C'est d'un point de vue, on va dire, archivistique, d'accord avec les archives départementales, je suppose. Qu'est-ce qui fait Oui, que vous conservez quand même cette classothèque papier? en fait, comment dire, l'élimination des documents est soumise à l'aval du conservateur des archives départementales. C'est-à-dire qu'on a un document papier qui doit être signé, que les contrôles de qualité, les contrôles d'intégrité sont faits, et pour le coup, effectivement, on n'a pas fait encore ce travail. Ce qui fait que au niveau de, de la GED, hein, Multigest, les documents sont dématérialisés, la gestion courante effectivement est faite de façon dématérialisée, et les documents papier sont mis de côté en attendant d'avoir la validation du conservateur des archives départementales. D'accord. Et rassurez-moi, les agents, malgré tout, n'accèdent plus à cette classothèque. L'idée, c'est bien sûr d'accéder au dossier depuis la GED. On est sur un mode d'entrée, on va dire, unique, qui est la GED. Bien que la... Alors nous, on sépare les agents et les utilisateurs, c'est-à-dire que les Alors, je utilisateurs vous bien. parle, pardon, des agents RH, hein, Les agents bien RH, sûr. d'accord. Oui, oui, Les agents RH fonctionnent à 100% effectivement au niveau de la consultation des documents, avec la GDRH, d'accord. bien entendu, avec la GED Multigest. Justement, ça sera une Euh, question là, au et de niveau de toute façon, l'accès. c'est aussi vrai depuis qu'on a le premier projet, hein. Oui, vous étiez C'était déjà dans vrai une organisation des dans maths, dématérialisé. oui, C'est tout à que le fait. papier perdure effectivement pour des raisons réglementaires avec les archives départementales. Très bien. Au niveau de l'ANUM, vous m'avez parlé que ce sont à 100%, hein, a priori, des documents issus de la démat et donc du PDF, voire peut-être des imports de PDF par des mails. Mais au niveau de la démat au sens pur, vous avez un fonctionnement via des scanners, via des copieurs. Comment vous êtes organisé là-dessus, sur ce point?
Alors, au niveau de la numérisation, donc on a le point d'entrée effectivement, c'est, principal, hein, puisqu'on a un flux manuel qui, et mécanique, hein, j'ai envie de dire, parce que ce sont les scanners, qui permettent, d'importer dans la GED multigeste. Donc, nous, comment on a procédé? On a fait une distribution avec un packaging, hein, qui permet sur les postes des agents, et notamment dans les territoires d'installer le scanner et donc effectivement la numérisation se fait avec ce matériel. On a aussi mis en place des automatismes, hein, au niveau du scanner avec, en choisissant un matériel et qui permet de faciliter, au niveau du confort, j'ai envie de dire les gestionnaires carrière. On a éventuellement, mais de façon moindre, hein, des flux déjà dématérialisés qui consisteraient à prendre le document PDF sur le poste de travail et à l'importer effectivement de cette façon. D'accord. Mais globalement, on a eu un gros travail effectivement aussi de numérisation, avec la mise en place de scanners, des scanners effectivement sur lesquels il faut s'assurer aussi, et c'est une exigence des archives départementales, que la qualité comment dire, est équivalente et répond à l'engagement qu'on passera avec les archives départementales. Et pour faire office de copie fidèle. Exactement, oui. Très bien. Donc on a parlé tout à l'heure de la manipulation de vos documents. Nous parlez de documents donc à 100% PDF. Vous n'utilisez pas donc tout le pack collaboratif universel qui est proposé donc par Multigest. Vous utilisez malgré tout l'outil de PDF, de modification des PDF pour des modifications à la marge, c'est ça, ajuster Euh, oui, l'orientation, la notation, on tampon. utilise, on utilise le pack collaboratif utilisateur uniquement pour supprimer des pages qui seraient blanches, hein, des D'accord, pages vierges, ou effectivement faire une notation si le document est à l'envers. Non, d'accord, on n'annote pas, on ne met pas de tampon ou d'autres modifications sur les documents PDF. d'accord, très bien. Ok, ok. Et donc, justement, vous en avez parlé un tout petit peu, mais on a parlé de l'accès au dossier par les agents RH, mais par les agents tout court, vos 5000 agents aujourd'hui, est-ce que c'est comment ils accèdent à leur dossier, que ce soit papier ou électronique? A priori, c'est papier encore à ce jour. Alors c'est un projet, c'est-à-dire c'est en Ouais, projet, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur une phase 3, de mettre à disposition aux agents directement le dossier agent. C'est sous réserve bien entendu que les services, ressources humaines puissent, faire, en sorte que les documents comment dire? Que le dossier agent soit présentable, hein, puisqu'il y a quand même cet enjeu-là que les agents, qui consulteront le dossier agent puissent, et un dossier qui soit aujourd'hui, hein, ce qui est fait, puisque c'est une obligation réglementaire, les agents peuvent demander de manière ponctuelle ou de manière exceptionnelle un accès, et là, on met à disposition sur un poste précis le dossier agent après contrôle du gestionnaire carrière qui s'assure que le dossier est bien en forme. d'accord, très bien. On a une question, et je me permets d'y répondre dès maintenant. Les scans des documents est fait par les agents RH sur des scanners individuels, hein, donc c'est ce que vous l'avez précisé, hein, vous êtes bien sur les scanners Oui, directement rattachés au poste de travail. Oui, on est sur des scanners DRC230, ce sont des D'accord. scanners Canon. individuels sur clé, enfin, en USB. C'est Oui. des scanners USB et voilà, donc individuel. Donc On a l'agent aussi n'a un, pas à aller vers un on a aussi, copieur multifonction, puis revenir sur son poste. Ça offre, on va dire, du confort à l'agent qui dématérialise, quoi, hein. on a deux scanners D'accord. réseau aussi, hein, deux Fujitsu et réseau. Majoritairement, on a des scanners sur poste, on en a une trentaine et deux scanners réseau qu'on a voulu aussi mettre en place. D'accord, très bien. Et donc la suite du projet, quelle est-elle? Vous êtes aujourd'hui dans un plan de classement finalement qui est la reproduction fidèle de ce que vous aviez bâti déjà en 2010. On parle beaucoup de plan de classement décret 2012. Vous allez tendre justement vers peut-être la refonte un peu de votre plan de classement. Vous avez fait finalement une mise à jour à ISO fonctionnalité d'une certaine manière. Demain, il s'agit finalement de rendre cette GED encore plus dynamique en partage d'informations, en plan de classement, en cycle de vie des documents. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler des phases
prochaines Alors, de ce projet RH en fait, qui vont être terminées, j'ai envie de dire, peut-être? la première phase est iso-fonctionnelle, hein, c'est-à-dire qu'on a reproduit le plan de classement de manière symétrique. Faut ajouter effectivement que l'enjeu de la première phase, c'était la reprise de données, hein, qui était vraiment, c'est une opération qui est quand même assez lourde et qui a Ouais. été plutôt bien, qui a été très bien réussie, hein, puisqu'on a, on a quasi, enfin, on pourrait dire presque aucune erreur, puisqu'on a, voilà, on pourrait dire, ouais, on pourrait dire presque aucune erreur. Deuxième phase, effectivement, ça va être de revoir le plan de classement, aussi effectivement de prévoir versement aux archives départementales pour l'archivage définitif. Mmh. Ce que je tiens à dire aussi, c'est que de mettre en place des automatismes supplémentaires, comme par exemple prévoir l'envoi directement dans une bannette à partir des scanners, prévoir aussi du reporting au niveau des profils des utilisateurs pour s'assurer que la confidentialité est bien respectée, enfin faire des contrôles de confidentialité et de sécurité. Ouais. D'accord, très bien. On a une question d'Olivier B. Je suppose que c'est Olivier Bourgogne du département 70. On parle de documents chez vous numérisés en niveau de grille 150 dpi. Est-ce qu'il y a du noir 300 et dpi blanc? couleur. 300 dpi D'accord. couleur, c'est Ah, ce qui était 300 choisi. dpi couleur. D'accord, Oui, très oui, bien. nous on voit large parce que Ça peut en fait, effrayer certains, mais vous n'avez non, pas non, peur mais des volumes, non? Oui? bah, on a 400 gigaoctets pour l'instant, Ouais, donc d'accord. D'accord. on n'a pas peur des volumes. Bah, en fait, ce sont les arrêts de travail, hein, 300 dpi couleur pour un arrêt de travail, c'est obligatoire. On peut pas faire autrement. D'accord. Et est-ce que vous avez commencé à mettre du processus dans la JET? Je suppose que non, hein, mais c'est également une question d'Olivier Bourgogne. Des processus documentaires. Aujourd'hui, non, on est sur des choses relativement statiques. Le document rentre, il n'y a pas de workflow qui est lancé sur ces documents à ce jour. Alors, on l'a pas à la pour le domaine social, ça a été fait effectivement, mais pour Oui, le domaine effectivement. RH, on n'a pas ce besoin. On n'a pas ce besoin D'accord. encore. Alors, enfin, on aura effectivement éventuellement ce besoin pour éviter d'avoir le flux papier. C'est-à-dire que lorsque le cœur SIRH produit effectivement des documents, faire un versement automatique dans la GDRH multigeste. Le cœur SIRH et aussi les applications métiers qui sont autour, hein, puisque pour le logiciel de formation, on va prévoir effectivement de mettre les attestations de formation directement dans le logiciel. Et c'est vrai aussi pour le logiciel de santé au travail, de mettre directement je crois que ça s'appelle les avis de visite médicale, hein, de les intégrer directement dans le logiciel avec un flux soit ce que vous appelez le système opérationnel qui consiste à déposer le fichier dans un répertoire Mmh. ou effectivement le protocole CMIS, je crois, et Oui. là qui est un petit peu plus flou effectivement pour nous. Alors j'y reviendrai par la suite, mais disons qu'on l'a déjà opéré avec certains SI et c'est pas le cas avec HR Access. Mais la création d'un arrêté dans le SI peut justement déclencher un service web qui vient déposer via ce protocole CMIS l'arrêté dans le dossier de l'individu. Vous voyez, donc ça c'est des choses qu'on opère régulièrement, mais hélas pas encore avec HR Access de Sopra. Là, on parle par exemple d'intégrer un rapport d'évaluation, par exemple, dans des formats relativement bureautiques, style Excel, Word. Non, ça c'est des choses qui sont peut-être qui sont pas aujourd'hui à l'ordre du jour. Ah oui, non, non, du tout. On D'accord, a effectivement l'intégration de documents, on n'a pas prévu ces flux depuis Word, depuis Excel, et d'une part parce que le dossier carrière agent est réglementaire. C'est une loi ou un décret et le plan de classement est précis et les documents sont ciblés, hein. Donc, d'accord. heu, C'est très clair. Et justement, ça me permet de répondre également, enfin de vous poser cette dernière question qui est en lien également avec la question de Muriel Pivard du CD04. À ce jour, il n'y a pas encore de projet de signature électronique chez vous, mais est-ce que c'est là aussi une piste que vous souhaitez explorer? alors la signature électronique, on a un autre produit, hein, c'est e-parapheur d'Adulact, hein, je crois Oui, que c'est l'intitulé de ce produit. Donc on étudie, enfin, ce projet effectivement est limité, donc il est autonome, mais nous on prévoit notamment un scénario pour la jet de Multigest qui serait l'archivage intermédiaire et qui pourrait piloter éventuellement la signature électronique de e-parapheur. C'est un scénario qu'on va étudier pour l'instant, parmi 3 scénarios. Voilà. Donc on pourrait utiliser d'accord.
multigeste pour faire l'archivage intermédiaire des documents signés. Très bien. Bah, écoutez, c'est ce que je vais tenter d'ailleurs d'illustrer un peu, vous montrer un peu le champ des possibles. Vous avez une GED aujourd'hui dans une phase 1 voilà, qui consiste à sécuriser, on va dire, votre information. Demain, je crois penser qu'elle va évoluer d'un point de vue, on va dire, réglementaire, dans la mesure où vous souhaitez mettre une phase de DUA avec du coffre, hein, notamment. Voilà, et c'est ce que je vais tenter de présenter maintenant. Cyril, je vous garde quand même bien sûr à côté de nous, dans la mesure où il peut y avoir des questions. Et on va rentrer donc dans cette phase de démonstration où clairement je vais présenter peut-être ce schéma qui nous paraît être le bon. En tout cas, c'est l'écosystème tel qu'on l'envisage, on va dire, pour la problématique d'EIA, avec la GED, bien sûr, hein, on propose la nôtre, avec une armoire qui peut être dès le départ conforme au décret 2012. C'est une préconisation, bien sûr, hein, le plan de classement est très étoffé. C'est bien sûr vous qui maîtrisez ce que vous souhaitez y intégrer. Et tout de suite, on met en avant effectivement cette notion de coffre-fort. On n'est pas dans un coffre-fort agent. On va le distinguer justement de ce qu'on va vous proposer à côté. On est dans un coffre-fort employeur pour, on va dire, vous assurer de la notion de copie fiable des documents qui sont produits et qui intègrent la GED. Dès lors, vos documents, dans leur version, on va dire, originale, vont venir intégrer un système en parallèle qui est transparent pour les utilisateurs et qui permettra effectivement de constituer à la fois la DUC, donc durée d'utilité courante, et puis la DUA, durée d'utilité administrative, pour ensuite être versé potentiellement vers un système d'archivage électronique définitif. Et là, on est effectivement sur des protocoles CEDA avec quelque chose qui est très nouveau, donc je ne l'ai pas encore intégré, mais la possibilité de passer par des bus à l'image de Pastel qui s'occupent de générer directement le CEDA en sortie de la GED. Nous proposons un module qui crée du CEDA directement en sortie de la GED, mais on voit également une tendance qui commence à être inscrite dans les départements, c'est d'orchestrer finalement via ces bus la génération des CEDA par un outil qui est destiné à cela. Donc dans ce cas-là, on proposerait uniquement un format brut que Pastel, par exemple, vient s'approprier et puis donc le convertit dans un format CEDA pour être versé vers un système d'archivage électronique. On parle bien sûr du connecteur. Dans votre cas, Cyril, nous étions sur un connecteur qui se synchronise via des flux CSV XML. Et on peut aller beaucoup plus loin avec la notion de service web, propriétaire, CMIS. Là, en fonction des SI, j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure, on propose un peu les deux. On va être en mesure également de capter des flux qui viendraient d'un autre système, des flux de paye par exemple. Et là, on a tout un mécanisme de découpe qui permet, par exemple, si vous aviez un fichier spool de 5000 bulletins de paye tous les mois, on vient nous créer les ruptures et alimenter les différents dossiers agents de la collectivité. On va également, bien sûr, fonctionner avec votre parapheur interne. On verra qu'on a des outils directement intégrés, mais on est bien sûr capable également de respecter un peu la politique de la collectivité dans la mesure où vous pouvez avoir des parapheurs transverses. Et là, l'objectif, c'est de vous pousser le document via des services web d'ailleurs, et l'agent signe depuis une interface déportée, hein, par exemple l'e-parapheur, Xbus, Xparaph et bien d'autres, hein, avec là un aller-retour, le document et l'arrêté par exemple est poussé vers le parapheur et il revient ensuite signé en GED. Et puis après, on a une partie finalement Internet décorrélée entre guillemets du serveur central qui consiste effectivement à pousser par exemple des flux de paye directement donc, dans le coffre-fort agent. Et là, on parle notamment des flux de paye. Jean-Daniel aura l'occasion d'en parler en fin de présentation. Et puis, on va également vous proposer des portails de démarche en ligne à partir de nos outils, voire à partir d'autres outils, qui vont consister finalement à mettre tout ou partie d'un dossier
agent auprès de l'agent, justement. Et puis à proposer également à l'agent à participer finalement à l'enrichissement de son dossier, en intégrant, je ne sais pas, un arrêt de travail, en intégrant une note de frais. Donc en tout cas, on est capable de constituer X formulaires depuis notre GRU GRC Citizen, qui va permettre justement de pouvoir envoyer, voire recevoir de l'information, et donc de communiquer avec l'agent. Et puis, on sera également capable de vous proposer une plateforme de signature en ligne pour que l'agent puisse à un moment avoir, sans rentrer dans la GED, sans même rentrer dans un parapheur, avoir un espace de signature simplifié, mais à valeur probatoire, qui va consister par exemple à envoyer un lien plus un mail à partir du moment où on a produit un arrêté. Le lien qu'on reçoit par mail, j'y accède, j'accède ensuite à une plateforme et je saisis le code PIN que j'ai reçu au préalable par texto. Donc voilà un peu un écosystème assez complet qui présente l'application d'EIA. Et puis on fait un focus bien sûr sur les connecteurs qui aujourd'hui sont disponibles avec plusieurs SI. Alors je fais bien sûr le focus sur les ressources humaines. J'ai créé 2 lots dans les RH dans la mesure où on a des connecteurs, on va dire asynchrones, via l'échange de fichiers plats notamment. C'est le cas donc avec HR Access du département CD44. C'est le cas également avec l'outil Inetum, Astre plutôt d'Inetum, où là, on essaye on fait même de la synchronisation via l'import régulier de fichiers plats. Et puis après, sur ces éditeurs, nous proposons des connecteurs là, service web, dans la mesure où on va être capable de produire un arrêté depuis le SI, bien évidemment, et de l'envoyer directement en GED. On va bien sûr être capable de synchroniser également les matricules, toutes ces choses-là. Donc là, on est par contre dans des choses beaucoup plus intégrées, dans des fonctionnalités intégrées qui sont développées pour ces 3 SI avec la norme CMIS. Voilà, donc la proposition des FALIA, et je vais essayer de l'illustrer, et on est encore dans le timing, c'est de vous proposer une solution standard intégrant la démat, la GED, donc le stockage au quotidien, un coffre-fort employeur dans la mesure où vous devez quand même, on va dire, avoir des documents répondre à la notion de copie fidèle, et puis un coffre-fort agent dans la mesure où on vient se renforcer avec nos partenaires, notamment Digipost, qui vient nous proposer effectivement ce coffre-fort agent. Une application 100% web, donc j'entends par web la possibilité soit éventuellement d'acquérir cette solution dans une configuration on-premise, ou soit d'évoluer dans une configuration SaaS. Nous proposons également donc une interopérabilité avec vos différents SI, et puis un délai de mise en œuvre relativement rapide, qu'on suppose rapide, qui va de 4 à 8 mois en fonction de l'organisation qu'on a en face de nous. Bien évidemment, une petite mairie, on peut aller assez vite et être efficace et y aller surtout pas à pas. Avec une plus grosse organisation, on prendra un peu plus de temps dans la mesure où les volumes ne sont pas les mêmes. Et voilà, j'en ai parlé, une solution évolutive. C'est le cas pour le département 44 qui est dans une phase 1 qui a consisté finalement à reprendre déjà sa GED existante, à la sécuriser, et demain, effectivement, ça pourra déboucher vers des outils qui vont permettre justement d'être en 100% full des maths. Alors, avant de laisser la main à Jean-Daniel, je fais un petit zoom sur quelques fonctionnalités que j'ai préparées. Pour ce faire, je vais me connecter à Multigest et vous allez voir effectivement, d'ailleurs je suis dans un environnement SaaS, je vais me connecter avec un profil qui est RH admin, donc vous connaissez le principe de Multigest, en tout cas pour beaucoup. On vient créer un système via un système d'armoire X référentiels, notamment le référentiel agent RH. Dans cette armoire, nous allons y retrouver des dossiers qui sont à chaque fois structurés à travers un plan de classement qui est vraiment la colonne vertébrale de l'armoire. Chaque dossier aura effectivement des natures de documents qui seront similaires. Et là, vous rentrez vraiment dans une organisation 100% GED, dans la mesure où le plan de classement vous permet donc de structurer les habilitations, les durées de vie, et ça vous rend, on va dire, ça permet d'harmoniser notamment les pratiques. Je peux donc faire une recherche sur un agent, voir
X agents, dans la mesure où je pourrais, vous voyez, lancer une recherche globale, et là, j'obtiens tous les dossiers agents. C'est une base de démonstration, il n'y en a que 15. Dans le cas du département 44, il y en a 5000. Et je vais ensuite pouvoir rechercher mon dossier, par exemple le dossier de Julie Barrett, par exemple. J'y accède et je retrouve finalement un contenu. Alors, ce n'était pas ce dossier, excusez-moi, je vais revenir en page d'accueil. Au passage, on voit ici que j'ai les derniers dossiers consultés, donc très pratique pour des agents qui à un moment manipulent un dossier, qui vont chercher à y accéder. Est-ce que Dufour Fabrice sera un peu plus pertinent pour ma démo? Non, excusez-moi, on va y arriver. Barrette, Dubois, Fabrice. On va essayer de celui de Morgane. Très bien, parfait. Donc dans le dossier effectivement de Morgane, je retrouve X permis de conduire, des attestations de carte vitale, des arrêtés. Si je vais sur un autre dossier, on aura effectivement d'autres, potentiellement un dossier qui sera organisé différemment, mais avec les mêmes natures de documents. Et je peux bien sûr à tout moment consulter mes pièces, c'est le principe de multigeste, avec une visionneuse intégrée qui me permet donc de pouvoir lire, voire modifier mes documents. Et pour les PDF, par exemple, ça va être des annotations, des tampons, des outils de marquage qui, à chaque fois, sont soumis à habilitation. Donc, par exemple, là, je peux apposer, j'en ai les droits, apposer un tampon, je peux apposer une annotation, je peux éventuellement supprimer une page parce qu'on m'en a laissé les droits, je peux faire pivoter une page, voire prendre une page et aller le déplacer dans un autre fichier puisqu'il y a eu un problème lors de la démat. C'est des choses qui sont bien sûr rendues habilitables. Je peux également intégrer des documents bureautiques, style Word, Excel, PowerPoint. Et là, dans ce cas-là, je vais sélectionner la nature de document que je souhaite intégrer dans mon dossier. Je vais par exemple intégrer un compte-rendu d'entretien. Je vais l'importer. Je peux venir chercher dans mon bureau, le numériser éventuellement, voire l'intégrer à partir d'un modèle. Et là, je peux même imposer l'utilisation de ce modèle parce que je veux que tous mes agents, au moment où ils intègrent un entretien annuel, ils partent d'un modèle qui est commun pour toute l'organisation. Et là, vous allez retrouver finalement non pas un PDF, mais un document Word, vous voyez, qui vient enrichir mon dossier. J'ai la possibilité également de pouvoir enrichir mon document, donc mon modèle. Et là, les modifications, bien sûr, participent ensuite à un versionning. Tout est tracé. Je pourrais bien sûr revenir à la version originale de mon document et j'ai bien sûr toutes les propriétés autour du fichier pour savoir qui l'a consulté, comment il a été intégré, l'intégrité de ma pièce qui me permet d'ailleurs de faire un lien vers mon coffre-fort dans la mesure où certains documents peuvent directement intégrer le coffre-fort. Et là, je peux à tout moment venir, si j'en suis habilité, bien sûr, rechercher le document et donc la copie fiable. Et pour des documents signés électroniquement, ce n'est pas le cas, mais on va justement pratiquer une signature, là aussi pouvoir retrouver la signature dans les propriétés de mon fichier. L'arrêté, justement, parlons-en. L'arrêté, il peut être produit par le système, par le SI. Et je peux, par rapport à un arrêté qui, d'ailleurs, me permet également de renseigner des métadonnées, mais qui sont propres à l'arrêté. C'est-à-dire que mon dossier a des métadonnées globales sur l'individu, sur l'agent, Morgane, sa date de naissance, son code collectivité, etc., etc. Et j'ai également, pour chaque nature de document, la possibilité d'intégrer des métadonnées documents. Et ce document arrêté, je vais chercher à ce que Morgane, justement, le signe électroniquement. Pour ce faire, je vais d'abord vérifier, oui, c'est bien ça. Je vais donc lancer le processus. Ça peut être lancé automatiquement, mais pour les besoins de ma démo, et voire même dans le cadre du métier, je pense qu'il est pertinent d'intégrer l'arrêté, par exemple, et ensuite de le déclencher manuellement pour vérifier que tout est conforme. C'est bon, mon arrêté est rentré dans un processus de signature. Deux possibilités finalement. Soit mon processus consiste à l'envoyer vers un parapheur, soit mon processus consiste à le signer directement depuis Multigest. Ça, c'est au choix. Là, je choisis effectivement de vérifier quand même dans un premier temps la fiche agent, dans la mesure où je vais chercher effectivement à ce que le signataire, c'est-à-dire Morgane, puisse signer à travers une plateforme en ligne. Donc, je parcours cette fois mon tableau de bord qui va me présenter une action à valider
valider la fiche agent de Morgane. Donc j'y accède. Et je peux donc, à partir de là, confirmer que son adresse mail et son numéro de téléphone est le bon. Alors, au passage, hein, vous ne ferez pas attention, mais je suis en train de signer un document qui a déjà été, donc c'est pas grave dans l'absolu, mais vous verrez de signature. Donc, je le valide et j'ai plus qu'à me connecter à ma messagerie en tant que Morgane, hein, je reste Raphaël, hein, bien sûr, hein, dans la vraie vie. Et vous allez voir un mail qui ne devrait pas tarder à arriver. Ah, si j'ai pas validé cette étape, il n'arrivera jamais. Voilà. Donc les informations sont correctes, hein. Mon processus vient d'être confirmé. Et cette fois, voilà, j'ai bien reçu le mail qui va s'afficher à l'écran de suite. Bonjour Morgane, le groupe Efalia vient de vous proposer un contrat à signer. Donc tout ça, bien sûr, c'est entièrement personnalisable. Vous pouvez à partir de là accéder à la plateforme de signature en ligne, en tout cas Morgane. Elle prend connaissance effectivement de l'arrêté. Elle peut bien sûr le parcourir. Elle doit d'ailleurs, à ma connaissance, le parcourir pour ensuite être en mesure d'accepter les conditions, d'accepter donc la signature et de reporter sur cette interface le code PIN, qui est une 04x0, hein, c'est une base de démo, que l'agent aura reçu par texto. J'ai lu et j'accepte, le contrat est signé, l'agent reçoit un mail le félicitant et lui laissant la possibilité de télécharger le contrat, et à partir de là, dans mon dossier GED, vous allez retrouver cette fois un document qui a été signé électroniquement. Morgane, j'y retourne. Vous retrouvez, voyez, cette petite coche qui m'informe que le document a été signé électroniquement. Vu que c'est une plateforme de test, hein, vous retrouvez effectivement ce filigrane. Et dans les propriétés du fichier, je retrouve la signature du parapheur finalement contrat privé, qui est donc édité par le groupe Efalia. Il a été signé aujourd'hui à l'heure qui est donc 11h46. Et donc ça me fait penser que le temps est largement passé pour que JD puisse prendre la main. J'ai essayé finalement de vous proposer une démo relativement courte d'une organisation RH avec un peu de processus, notamment de signature électronique. Bien sûr, la GED RH peut aller beaucoup plus loin, mais voilà, on a souhaité effectivement illustrer quelques clics pour vous montrer comment j'accède à un dossier. Je pourrais accéder à mon dossier directement depuis le SI, hein, c'est important de le préciser. Et puis ensuite, bien sûr, la possibilité de naviguer, puis interagir sur mon dossier et correspondre finalement ensuite avec l'agent concerné. JD, avant qu'on puisse ensuite passer à une liste de questions, à la phase de questions-réponses, est-ce que tu es prêt pour peut-être présenter la finalité qui est le dépôt en coffre-fort agent? Je suis prêt. Alors, je vais vous partager mon écran. Et pour ce faire, je crois que je dois afficher. Hop. Non, on ne le voit pas encore. Le seul problème, c'est que... Ça y est, voilà. C'est bon, ça y est. Très bien, parfait. D'accord. Alors, avant toute chose, je tiens à m'excuser, ceci n'est pas ma voix normale, mais je sors de 3 jours de salon des mers et j'ai perdu ma voix là-bas. Donc, je vais vous parler un petit peu du coffre Digipost. Donc, on a signé un partenariat donc, avec le Digipost du groupe La Poste sur cette logique de coffre agent ou coffre-fort personnel, puisque ça venait naturellement compléter en fait notre écosystème. Donc pour en parler un petit peu, tout d'abord on souhaitait vous faire un petit sondage auquel vous allez pouvoir répondre pendant que je vous fais la présentation. Et ce petit sondage, en fait, c'était de vous poser la question: comment est-ce que vous distribuez aujourd'hui le bulletin de paye dans vos organisations? Donc il va y avoir l'onglet sondage qui va s'activer. Je pense qu'Emma va pouvoir reprendre la main pour vous expliquer comment on procède au vote. Et vous avez le choix, en fait, entre 6 réponses possibles. Je crois, Emma, qu'il y a la possibilité d'indiquer plusieurs réponses.
simultanée si besoin. Tout à fait, donc ça va arriver, il y a toujours un tout petit temps de latence. Dans l'onglet sondage, vous pouvez répondre. Donc l'onglet sondage se trouve à gauche au niveau du chat avec la petite icône de sondage. Et ici, vous pourrez répondre et effectivement, vous pouvez donner plusieurs réponses parmi les 6 réponses possibles. C'est parti. Super. Donc en attendant que vous procédiez au vote, je vais vous présenter un petit peu donc la solution de coffre-fort Digipost. Donc aujourd'hui, Digipost donc propose une solution de coffre-fort en mode tiers de confiance. On est dans un contexte réglementaire qui est favorable en fait depuis la modification de la loi au 1er janvier 2017, donc la loi dite loi El Khomri. Auparavant, en fait, pour passer à la dématérialisation du bulletin de paye ou d'autres documents RH, il fallait recueillir en fait le consentement du salarié ou de l'agent. C'est ce qu'on appelait en fait une procédure d'opt-in. Depuis la nouvelle loi El Khomri, on est sur une procédure par défaut qui est de l'opt-out, c'est-à-dire on ouvre finalement un coffre pour un agent ou pour un employé, et c'est à l'agent de faire la démarche de dire s'il le refuse. Donc par défaut, il l'accepte s'il ne se manifeste pas, et s'il le refuse, ben, il a la capacité de le faire à tout moment. Il a également la capacité à tout moment de revenir sur sa décision pour finalement l'accepter. Ou s'il l'avait accepté, finalement le refuser. Ça, c'est quelque chose qui se gère tout au long de sa carrière. Grâce à cette loi, finalement, le taux d'adoption au sein des structures est passé de 20% à plus de 80%. Voilà, aujourd'hui, donc le groupe La Poste propose cette offre de coffre qui est une offre fortement sécurisée, hébergée en France évidemment, qui respecte, enfin qui est conforme, même certifié pardon, RGPD, qui est certifié sur les normes NFZ 42013, donc système d'archivage électronique fiable dans le temps, et également NFZ 42020, qui est la norme du coffre-fort numérique qui correspond au fameux NF203 CCFN, norme AFNOR. Elle est également certifiée par la FNTC, donc la Fédération nationale des tiers de confiance, respecte la norme ISO 27001, et elle est également conforme aux recommandations de l'ANSSI en termes de sécurité. Donc on est sur je dirais un service d'un acteur de confiance qui est quand même présent dans le paysage français depuis de longues années, puisque le groupe La Poste existe depuis les postes royales qui ont été créés au XIVe siècle par Louis XI. Donc on est sur, je pense, ce qui se fait de mieux en termes de pérennité et en termes de gage de confiance pour assurer la dématérialisation de documents sensibles, comme le sont les documents RH. Aujourd'hui, quelques chiffres. Donc on a une solution en fait Digipost qui est utilisée par plus de 8 millions de Français, je crois qu'il s'approche même des 9 millions actuellement, qui a été déployée dans plus de 8000 entreprises et collectivités, et qui représente un total d'un peu plus de 295 millions de documents, dont 2,8 millions de bulletins de paye qui sont déposés chaque mois dans ces coffres. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que c'est une solution qui recueille en fait l'adhésion. Donc il y a plus de 92% des salariés aujourd'hui qui sont équipés par leur collectivité ou par leurs entreprises qui sont satisfaits du service Digipost. Donc le service Digipost se décline soit sur une interface accessible depuis n'importe quel navigateur web, mais dispose aussi d'applications disponibles sur tablette ou sur téléphone, sous iOS ou Android. Donc aujourd'hui, on peut recevoir différents types de documents dans son coffre-fort. En fait, on a des documents qu'on appelle des documents routés, qui sont en fait des originaux numériques et qui transitent en fait par des systèmes tels que notre GED pour être déposés au coffre. Donc en fait, on peut reconstituer sur ces documents-là toute la traçabilité. Donc on a une piste d'audit fiable qui est totale. Et ces documents-là, du coup, sont des documents dits routés et sont certifiés aussi originaux par la Poste. C'est-à-dire que la Poste va rajouter une couche en apposant un cachet, une empreinte, pour certifier que c'est bien le document original qui a été versé au coffre. Et après, on a tout ce qui est documents collectés. Donc ça, c'est des documents qui sont collectés au travers de connecteurs vers des tiers. Donc vous avez des connecteurs, par exemple, pour aller
récupérer des factures d'Orange ou les factures d'EDF ou d'autres acteurs. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont plus de 400 connecteurs existants et on peut décider lesquels on souhaite activer pour du coup collecter automatiquement des documents. Ça peut être également des documents de santé, par exemple. Et puis, on a également de la capacité d'ajout manuel, donc en utilisant en fait le scanner mobile intégré, par exemple, à l'application qu'on retrouve sur son téléphone ou sur sa tablette, mais également faire de l'import manuel depuis l'interface, une interface navigateur depuis son PC. Là, une chose qui est relativement nouvelle et qui est disponible sur les applications Digipost, c'est la possibilité de faire des démarches en ligne, en fait. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de démarches qui sont accessibles en fait depuis le coffre. Ça va de la renouvellement de carte d'identité à de la déclaration d'imposition, des paiements par exemple. Mais ça peut aussi être de la gestion locative. On peut comme ça constituer des dossiers avec certains acteurs immobiliers, se constituer des dossiers pour faire une demande de logement. Et je fais un petit aparté, mais on est en train là actuellement de travailler aussi avec eux pour au sein de notre solution Citizen, donc notre solution de gestion de relations citoyens, qui est aujourd'hui équipée d'à peu près 120 ou 130 téléservices qui représentent des démarches administratives en ligne, qui existent déjà dans la solution Citizen. On est en train de travailler avec Digipost pour porter certains de ces téléservices dans l'application. Donc depuis l'application Digipost, vous pourrez demain en fait aller adresser votre collectivité en fait au travers des téléservices Citizen. Voilà. Et on a également des fonctionnalités de partage par lien sécurisé avec des proches ou avec des tiers de confiance. Et ça, c'est une notion qui est importante parce qu'on est également en train de travailler avec eux sur tout le problème de l'exclusion numérique au sein des territoires. Et cette notion finalement de tiers de confiance qui rejoint la notion de tiers de confiance dans Citizen, hein, donc qui peut être un aidant ou un tuteur, est très importante parce que ça va nous permettre en fait de pouvoir donner à un agent la capacité d'aller aider, d'aller accompagner une personne qui est peut-être en situation d'illectronisme, ou en tout cas de forte difficulté avec le numérique, ça peut être une personne âgée notamment, et du coup de pouvoir mener des démarches administratives pour elle, avec des documents qui sont stockés dans un coffre-fort. Bon, je ne fais pas plus de digression là-dessus, on fera certainement un webinaire ou un événement spécifique sur ce sujet-là. Bon, les types de documents aujourd'hui qu'on peut router hein, dans un coffre, ils sont multiples. On a tout ce qui concerne effectivement la vie professionnelle, et là qui concerne directement notre sujet du jour, hein, c'est tout ce qui va être bulletin de paye, contrat de travail, des bilans sociaux individuels, ça peut être des avenants, ça peut même être des arrêtés, pourquoi pas, versés au coffre, sachant que le coffre a plusieurs durées évidemment d'archivage, hein, qui vont de 1 an jusqu'à 50 ans. Et une fois que cette durée en fait d'archivage a été atteinte, le document n'est jamais détruit en fait, il est juste versé dans la partie du coffre personnel de l'agent ou de l'employé. C'est-à-dire qu'en fait, le coffre Digipost, il est constitué de deux parties. Il y a une partie, je dirais, personnelle publique, hein, c'est-à-dire que n'importe qui peut aller télécharger l'application Digipost et s'ouvrir un coffre personnel. C'est gratuit, il y a jusqu'à 5 gigas d'espace de stockage disponible et je crois 5 connecteurs pour permettre de faire de la collecte automatique. Et après, il y a l'espace, je dirais, employeur du même coffre, donc pour le coup qui est payant, donc c'est la collectivité ou l'entreprise qui ouvre le coffre pour le compte de la personne, verse des documents professionnels dans cette partie-là, dans cet espace-là. L'espace n'est pas limité, hein, on paye en fait un coût au dépôt du document en fonction de la durée d'archivage dans cet espace-là. Et une fois que sa durée est atteinte, en fait, il est basculé dans l'espace personnel. Et là, l'agent ou l'employé peut décider de conserver le document dans son espace ou éventuellement le supprimer, au cas où. Au-delà de ces documents professionnels, ben, on va retrouver tous les documents, je dirais, de la vie hein, courante, qui vont être des justificatifs de domicile, par exemple, toute la partie éducative, toute la partie facture, la partie finance, et après tout ce qui est vie citoyenne, hein, qui va être des documents d'identité, par exemple, des attestations diverses et variées,
des relevés de remboursement pour la santé ou pour la mutuelle. Voilà, c'est un coffre qui se veut le plus ouvert possible. Alors certes, aujourd'hui, on traite la partie, et on parle de la partie vie professionnelle, mais ce sont des documents qui vont après aider l'agent ou aider l'employé à mener des démarches auprès de différentes administrations ou différents organismes. Voilà. Avant tout, également, donc Digipost permet également, on va le repréciser, de déposer des documents qui proviendraient de systèmes tiers, et notamment la GED multigeste. L'avantage de coupler en fait une GED à un coffre, bon, ben, pour l'employeur, c'est assez simple, hein, c'est d'avoir un processus sécurisé de bout en bout, hein, c'est-à-dire de l'émission du document RH à son traitement, à son stockage au sein de la GED, les différents processus qui peuvent lui être associés à ce niveau-là, et jusqu'au versement dans un coffre. On a un processus qui est sécurisé de bout en bout, avec une piste d'audit fiable de bout en bout. On est quand même sur des logiques d'innovation, sur la dématérialisation des documents RH. On est aussi dans un processus, je dirais, d'écologie, puisque on n'imprime plus de papier, donc il y a moins de production de papier. On n'envoie plus, donc il n'y a plus d'affranchissement, il n'y a pas de transport, je dirais, routier lié à la distribution d'un pli. On est sur des logiques d'économie, puisqu'aujourd'hui, le coût de dépôt d'un document dans un coffre versus ne serait-ce que simplement le coût d'affranchissement, on est déjà bien moins cher. Et si on rajoute au-dessus de tout ça la manipulation qui va être liée à l'émission physique d'un bulletin de paye, par exemple, donc son impression, sa manipulation, sa mise sous pli, son affranchissement, son envoi, le fait d'avoir la livraison effectuée par le postier, etc., on est sur des coûts qui sont bien plus bas quand on est sur la dématérialisation. Et puis, évidemment, un gain de temps. Aujourd'hui, faire ce que je vous ai dit là, qui est, je dirais, la façon dont on traitait le bulletin de paye jusqu'à présent, donc la façon manuelle, versus le faire de manière électronique, on est clairement sur des échelles de temps qui n'ont rien à voir. Raphaël vous l'a montré, hein, sur un processus de validation simple, par exemple un processus de signature, ça prend quelques clics, quelques secondes de manière dématérialisée. Ça peut prendre plusieurs minutes quand on est sur un process physique. Pour le salarié et pour l'agent, je dirais, il va disposer d'un service qui est personnel et gratuit à vie, donc tant sur la partie finalement qui a été offerte par son employeur que sur la partie, je dirais, privée personnelle qui peut acquérir à tout moment, hein, au travers des différents stores qu'il y a sous iOS ou Android. Il va avoir un espace en fait de stockage sécurisé, c'est-à-dire que les documents qui sont dans le coffre sont garantis. Ce sont des documents qui sont inaltérables. Il va pouvoir les utiliser pour faire beaucoup de choses en termes de démarches. Il est sur un hébergement français, donc ça nous évite un petit peu la crainte qu'on peut avoir chez des opérateurs étrangers, par exemple américains, avec l'application du Patriot Act, qui forcément peut donner au gouvernement américain la capacité d'aller consulter finalement tout type de documents qui seraient hébergés sur des plateformes qui sont soumises à cette loi. On a également une facilitation, je dirais, de la collecte des documents avec ces fameux connecteurs automatiques qui vont venir récupérer du document. On a également des logiques d'optimisation quand on parle des démarches. Je vous citais tout à l'heure une démarche, je sais pas, de gestion locative. Vous allez faire une demande pour avoir un logement. On va vous demander de monter ce dossier-là et par rapport aux pièces que vous avez à fournir, par exemple, on vous demande les 3 derniers justificatifs de domicile. L'API démarche en fait permet d'aller automatiquement sélectionner les 3 dernières, je dis n'importe quoi, moi, quittances EDF, du moment qu'elles sont dans le coffre, c'est forcément les 3 dernières qui vont être là. Vous n'avez même pas à aller les sélectionner, c'est le système qui va les faire tout seul. Donc on gagne en temps et on gagne aussi je dirais, en qualité, puisque les documents que vous allez produire au travers de ces interfaces-là seront forcément les bons. Ça va éviter quelques échanges. Et puis, on l'a dit, donc c'est une solution qui est accessible sur n'importe quel navigateur web, récent évidemment, j'entends, à jour, et qui dispose également d'une application sur smartphone et sur tablette, sur les 2 systèmes, iOS et Android.
Jean-Daniel, Je vais m'arrêter là. un agent déjà équipé du coffre Digipost finalement, enfin d'un accès, d'un compte. Oui. Comment on arrive à faire le lien entre ce que va produire, on va dire, la collectivité et comment on va être en mesure de le déposer dans un espace qui est déjà créé, on va dire, pour l'agent? Oui, c'est une C'est une très bonne question, hein. question, effectivement. Il y a, il y a plusieurs procédures au niveau de l'enrôlement. Soit, soit vous avez des agents qui ont tous une adresse mail personnelle, professionnelle, pardon. Dans ce cas-là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un lien à tous ces agents-là. Donc, il y a une campagne de communication hein, avec une durée de 1 mois réglementaire avant le déploiement du coffre. On va leur envoyer un lien et ce lien, en fait, sera un lien personnalisé. C'est-à-dire que dans le lien, il y aura déjà la notion de l'identité de l'agent. Dans ce cas-là, l'agent se connecte et on va lui demander de confirmer avec une deuxième donnée son identité. Donc, en général, c'est le numéro matricule de la personne, parce que ça évite potentiellement les problèmes d'homonymie qu'on peut trouver dans certaines grosses structures. La deuxième procédure d'enrôlement, c'est, mettons que tout le monde n'a pas une adresse mail professionnelle, et dans ce cas-là, en fait, vous mettez à disposition un lien qui, lui, n'est pas personnalisé, c'est un lien générique. Quand la personne va se connecter sur ce lien, on va lui demander de justifier deux éléments. Donc ça va être par exemple son numéro matricule et peut-être sa date d'entrée dans la structure. Mais ça pourrait être autre chose, hein. Il faut juste qu'on définisse la clé qui va bien. Et dans ce cas-là, bah, il accède à son espace, il accepte son coffre et du coup, il va récupérer ses documents. Et puis, il y a une troisième procédure d'enrôlement qui rejoint ce que tu viens de dire, c'est moi, j'ai déjà à titre personnel un coffre-fort Digipost ou je l'ai eu par mon précédent employeur. Et dans ce cas-là, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand je vais m'authentifier sur l'interface, et ben, j'ai la possibilité en fait de me connecter déjà avec mon compte. Et si je me connecte avec mon compte et mes identifiants, automatiquement le matching va être fait et on va en fait fusionner les deux coffres forts ensemble pour n'en créer plus qu'un. Euh, Chose qui me fait dire aussi qu'il y a quelque chose d'important, c'est qu'au moment de la création de l'ouverture du coffre, en fait, hein, et de l'acceptation finalement par la personne, par l'agent, on a la possibilité, et c'est fortement recommandé, c'est indiqué hein, sur l'interface, il est fortement conseillé de renseigner une adresse mail personnelle en plus de l'adresse mail professionnelle qu'on aurait pu avoir. Pourquoi? Parce qu'une adresse mail pro, potentiellement, ben, vous pouvez la perdre un jour, ne plus y avoir accès, et donc il est fortement recommandé de mettre en fait son adresse mail perso. Est-ce que ça répond bien à ta question, Raphaël? Raphaël, on ne t'entend plus. Je pense que ton micro a dû être Pardon, désactivé. désolé. Me revoilà. Écoutez, voilà, on a quelque peu dépassé. On est sur des séances de 3/4 d'heure d'habitude, mais voilà, les thèmes en valaient la peine, on va dire. Il y a peut-être 2-3 questions qui reviennent de temps en temps. C'est l'interopérabilité avec Astre. Hélas, non, j'ai pas de visibilité là-dessus, dans la mesure où on pourrait l'étudier, bien sûr, mais on est dans une stratégie Efalia d'avancer vraiment à la demande du client et finalement le client doit être moteur dans l'organisation d'une réunion tripartite avec le tiers concerné, hein, en l'occurrence Inetum. Mais voilà, aujourd'hui, effectivement, Inetum a une politique derrière d'intégrer, on va dire, une GED autre que la nôtre, ce qui est bien sûr tout à fait normal, hein, mais à la demande d'un client, effectivement, on pourrait bien évidemment envisager d'intégrer des services web pour rendre quelque chose de beaucoup plus intégré. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. On a également une question sur les plans de classement. Oui, bien sûr, les plans de classement sont évolutifs. Ils peuvent prendre à la fois effectivement la durée d'utilité courante, la DUA et puis le sort final. J'ai envie de dire par contre que un document qui va rentrer comme, je sais pas, une pièce d'identité, le nommage du document va rester le même jusqu'à son sort final même. Donc, je pense qu'on est sur un seul et même plan de classement. Avec effectivement pour chaque nature de document des règles de vie qui pourront être différentes. Mais mon document tel qu'il est rentré en GED et tel qu'il a été nommé, il conserve à vita, enfin jusqu'à justement le versement final, le même nom de document. Voilà.
On a eu également des questions voilà, sur le connecteur. Auprès de quel éditeur SI RH avez-vous déjà travaillé? Je pense que je l'ai déjà indiqué. Oui, j'ai également cité D'accord, très bien. Oui, j'ai vu tes réponses, effectivement. Je suis en train de les les lire à l'envers, majeurs dont je me moins souvenais. pratique. Aujourd'hui, quand un arrêté est produit par la collectivité, celui-ci est-il... alors ça, c'était une question à Cyril Plantin, mais la réponse est non. Aujourd'hui, voilà, vous êtes sur il n'y a pas de signature. Les arrêtés, quand ils sont produits, c'est intéressant quand même, étant donné que vous n'avez pas de connecteur avec la GED. Quand un arrêté est produit par HR Access, vous le dématérialisez, vous le signez physiquement et vous le réintégrez en GED? Alors, il y a plusieurs niveaux de signature qui sont possibles. En fait, on peut signer le document numériquement, signature numérique, puisque par exemple, une délibération départementale peut être prise comme quoi l'avancement d'échelon est automatique. Il peut y avoir aussi effectivement une signature manuelle, et donc après, une numérisation qui est effectuée avec un scanner. Et puis, en ce qui concerne la signature électronique, qui elle a une valeur en plus, supplémentaire, là, nous n'avons pas effectivement ce dispositif qui est mis en place. Ce mécanisme, d'accord, très bien. Bon, écoutez, on espère vous avoir intéressé, en tout cas, sur ce qu'Efalia pourrait vous proposer en plus de ce que vous avez déjà. En tout cas, le webinaire touche à sa fin. On a un peu dépassé, on s'en excuse. On espère que voilà, ça a permis de vous renseigner sur qu'est-ce qu'Efalia, en tout cas, a été en mesure de proposer sur cette problématique d'actualité. Ça a été un sujet 2021 et on sait que ça va continuer sur 2022. On est bien sûr là pour vous accompagner sur toutes les thématiques qui ont été précisées. Et puis, on n'a plus qu'à vous dire bon appétit, bon week-end, et puis à très bientôt. Merci Cyril, en tout cas, de cet excellent témoignage. JD ? Merci Cyril. Oui, je voulais juste savoir, est-ce qu'on avait les résultats du sondage? Ah oui, autant pour moi. Oui, tout à fait. Oui, oui. Ils sont clairs, hein. Alors, c'est principalement distribué, donc les bulletins de paie sont principalement distribués en main propre au format papier pour 45% des répondants. Ensuite, c'est par courrier pour 31%, via un coffre-fort numérique pour 21% et ensuite par email pour 3%. Donc, il y a de quoi faire, GD. Non, on est sur un sujet forcément d'actualité qui va clairement monter en puissance. Donc, on est là. A priori, on a tous les experts pour vous renseigner, pour aller vers, on va dire, de l'organisation numérique, ou digitalisée. Merci à vous, merci JD, merci encore Cyril. Merci à tous pour cette organisation. On a 2 dernières questions de dernière minute. Je me permets du coup de les poser. Alors, on a une question de Pierre. Bonjour, il est assez difficile de faire respecter une charte de nommage des documents. Votre solution peut-elle nous y aider? Oui, à 400% dans la mesure où elle est imposée pour l'agent. Et je pense que Cyril, vous pouvez le confirmer. L'agent RH, quand il intègre une pièce dans un dossier, il est guidé par le plan de classement. On est bien d'accord? Ah oui, le plan de classement, effectivement, il y a un intitulé pour chacune des lignes du plan de classement, a un intitulé et une indexation effectivement qui suit. Nous, c'est ce qui a été choisi, une numérotation qui augmente. Incrémentiel, ouais. Incrémentiel, voilà, je cherchais le terme, merci. Et du coup, ça répond à la question de Muriel également. Lorsqu'une pièce doit être retirée du dossier disciplinaire, par exemple, qu'en est-il de la numérotation des documents? Est-ce automatisé? Oui, bien sûr. Les documents ont un ID unique, quoi qu'il en soit. Que le document, à partir du moment où il est rentré en GED, il a un ID unique. Si jamais il est supprimé, cet ID ne sera pas remplacé. Voilà, donc le document a bien un numéro unique. Et je me permets de réabonder les propos de Cyril. C'est vraiment, j'espère que vous l'avez vu au moment où j'ai fait ma démonstration, à aucun moment je n'ai fait une saisie à l'écran, en tout cas sur mon clavier. À chaque fois, j'étais guidé par un assistant classement qui me permettait de dire, au moment où j'intègre une nouvelle pièce dans mon dossier, je sélectionne telle nature de document et le nommage se fait, on va dire automatiquement. Donc je n'ai pas
à saisir un nom de document tel que je l'entends. Cette saisie est guidée par l'assistant classement. Je crois que Merci. au bout des questions. Voilà, c'était ton dernier commentaire sur le chat. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Très bonne journée. Au revoir. Bonne journée.